Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il y a une surprise puisque comme Georges est encore dans l'avion, je suis rejoint, par, Éric, Schmitt. Éric qui est, au secrétariat national de République souveraine et qui, dans sa vie, fut spécialiste des questions fiscales. Donc on va un peu discuter de ça sur les questions d'actualité. Plus tard, on recevra, Philippe Grégoire et monsieur Chenu qui est professeur. Donc Philippe Grégoire pour parler, bien sûr de la crise des agriculteurs, qui touche notre pays et après, donc Jordan qui va nous parler, qui est prof et qui a toujours pas touché son salaire depuis la rentrée, ce qui, bon, n'est pas normal. Donc comme je l'expliquais, Georges est encore, dans l'avion, de retour. Moi, je suis revenu, 2 jours avant, donc de Rio. Ça a été très productif et on a encore pas mal de vidéos à sortir. On a encore même des vidéos de Kazan, à sortir, donc on s'est amélioré sur, la rapidité pour les sous-titres, donc c'est plus facile de sous-titrer quand c'est en anglais ou, quand c'est en portugais qu'en russe, mais voilà. Il y a pas mal de choses qui vont sortir. Il y a une vidéo sur l'Arménie aussi qui va sortir aujourd'hui. Vous verrez, il y a plein de surprises encore. Il y a tout un documentaire sur l'action qu'on a fait, sur le pain de sucre. Alors, si certains l'ont pas vu, effectivement, on s'était dit que c'était le moment avec, tous les chefs, il y avait une quarantaine de chefs d'État, du monde entier et de faire passer un message. Donc on a projeté, je sais pas, ça doit faire peut-être 200 à 300 mètres de large sur cette montagne qui, justement, comme c'est du granit, c'est assez plat et ça permettait d'être vu d'un peu partout. Quelques messages, alors en anglais, parce que l'idée c'était il fallait bien s'adresser, dans la langue qui serait majoritaire là-bas, en particulier de la presse et aux différents chefs d'État et donc il y a tout un documentaire sur comment on a fait l'action, comment c'était compliqué, est-ce qu'il fallait se cacher de la police ou pas? Bref, parce que tout ça, a été un peu épique donc vous verrez ça bientôt, je pense dans le courant de la semaine et donc il faut remercier, Fluxus, donc l'artiste laser qui nous a accompagnés dans la démarche parce que c'est lui qui on l'a aidé à faire les slogans mais on va dire, c'est lui qui a la technique et l'agilité pour faire ce genre de choses et ça a été même assez marrant parce que le dernier jour, donc on l'a fait 2 jours de suite et le dernier jour, il y a quand même un bataillon, un peu comme la Brave de Robocop qui sont arrivés. Ils sont restés, on n'a pas arrêté, on est resté droit dans notre botte et on a continué notre action. Ils nous ont regardés, ils ont assisté et au bout d'un moment, ils sont partis. Donc ils nous ont pas emmerdés, mais c'est vrai que bon, on était à deux doigts de se prendre des coups de tonfa, mais c'est bien passé parce que c'était sympa. Donc on va attaquer sur les questions d'actualité qu'on a préparées avec, Éric et en particulier, alors on va commencer par un point, qui va, je pense, en énerver certains, qui est donc l'humanité révèle donc, que la famille Mulez a 52 milliards, dont une grande partie alors optimisée fiscalement, puisqu'on parle pas de fraude fiscale quand on cache son argent dans d'autres pays européens. Mais bon, vous aurez tous compris, ce que ça veut dire puisque l'optimisation fiscale, même si elle est légale, permet quand même, dans le cas du Luxembourg ou de l'Irlande, d'empêcher, l'État de collecter l'impôt. Et pour justement que certains payent moins d'impôts et bien sûr donc famille Mulez qui possède Auchan, qui a très mal géré Auchan, qui, s'est mis énormément de dividendes dans la poche. On parle de milliards de dividendes et qui, justement, ferme et licencie des gens, sans trop leur donner quoi que ce soit. Alors est-ce que tu as une réaction toi, Éric, par Oui, c'est relativement simple. Alors déjà, d'une part, il y a une petite précision à faire, c'est qu'en fait, entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale, il y a des fois une frontière très, très ténue. Donc du coup, ça fait toujours partie des grands débats sur le chiffrage de la fraude fiscale. On dit oui, mais peut-être qu'en fait, vous avez intégré de l'évasion fiscale, etc. Deuxième chose qu'il y a, effectivement, c'est l'effet aussi
du dumping fiscal qui est pratiqué entre pays de l'Union européenne. C'est quand même aussi un paramètre. Donc bon, effectivement, il y a pas mal de sujets. C'est un peu scandaleux parce que globalement, le groupe Muliez, les autres enseignes, ça fonctionne pas si mal. Alors Auchan n'a pas bien marché. On est dans un phénomène aussi qui est un peu plus conjoncturel, c'est-à-dire que les hypermarchés ont moins la cote, fonctionnent moins, on draine moins de monde qu'antérieurement. C'est-à-dire que c'est une mode qui est aussi en train de passer et peut-être que, bah, effectivement, contrairement à Carrefour qui a diversifié sa gamme d'enseignes, et ben effectivement, on se retrouve, Auchan n'en a pas fait autant. Et donc peut-être aussi ça les pénalise. Mais globalement, Mais Eric, si je peux me permettre, c'est quand même des enseignes qui se sont gavées au CICE, tout à fait, c'est qui ce que se sont je voulais en gavées parler, oui. et qui se sont gavés pendant les confinements, parce que ça Oui, faisait partie de ceux qui ont pu, marcher très bien, avec beaucoup d'aides pour compenser, tout en continuant à faire du chiffre d'affaires et on voit en plus, bah, apparemment, dans le cas d'Auchan, ça a été quand même assez mal géré. Donc est-ce qu'il faudrait pas aller, rechercher les dividendes et leur faire payer le plan social, pour que les alors salariés qui partent ne partent pas dans des mauvaises d'une manière générale, il faut quand même, rappeler, une chose, on s'est retrouvé, je crois que c'était l'année dernière, où on s'est retrouvé avec, en fait, plus, d'aides aux entreprises versées par l'État que de rendement de l'impôt sur les sociétés. Donc ce mmh, qui est un peu paradoxal, c'est-à-dire quand on dit entreprises sont trop taxées, ben, non, pas forcément, sur l'impôt sur les sociétés puisque globalement, c'est neutre. Alors c'est pas neutre pour tout le monde, ça certains en ont bien profité des aides et d'autres pas du tout. Bon, voilà, ça c'est quand même un sujet, mais globalement, tous les systèmes d'aide et cetera, ça bénéficie essentiellement à des sociétés qui en ont pas forcément toujours besoin par rapport à des petites entreprises et qui, du coup, ben, peuvent se payer des conseils, des gens qui leur montent les dossiers, et cetera. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a même une ingénierie financière qui se développe, où des boîtes sont démarchées par des cabinets de conseil situés à Madrid, situés, et cetera, qui leur disent, bah, écoutez, si vous voulez, on vous fait le dossier pour le crédit d'impôt recherche, et cetera. Ils y pompent rien, mais c'est pas grave, ils présentent le truc et ils touchent une commission. Donc il y a, ces non mais attends systèmes-là Eric, ont fait prospérer des choses, des secteurs d'activité qui n'étaient pas prévus à la base. mais Eric, laisse-moi te demander un truc, là, ce que tu viens de dire. Alors, tu as toute autorité, puisque c'est toi qui contrôlais fiscalement les entreprises, donc Il y a longtemps. ta parole Enfin, il y a plus longtemps. est d'or, hein. D'ailleurs, je remarque que je suis un peu trop bronzé là de Rio, mais bon. C'est, concrètement, tu viens de dire qu'en gros, on a des oligarques assistés Oui, tout qui à fait. genre Non, mais bien sûr, l'assistanat, c'est pas forcément que là où on pense, où on voudrait nous faire penser. Une partie de l'économie française est sous perfusion. Alors, on peut pas critiquer enfin, les aides aux entreprises par principe, mmh, dans la mesure où, effectivement, bah, il faut que l'État joue son rôle d'impulsion et puis, et d'incitation et puis aussi parce que, peut-être qu'il y a des difficultés plus importantes seraient apparues entre-temps. Il y a juste, le fait que ces systèmes-là qui sur le principe pouvaient être, pas mal, ont surtout bénéficié à des gens qui en avaient pas besoin. C'est surtout ça le problème tu veux dire, et c'est comme si on mettait en place un RSA, mais qu'il y aurait que les cadres sup qui pourraient le prendre et pas les voilà. pauvres? Bah, effectivement, ça revient exactement à ça. Donc, bah, il y a quand même un sujet sur l'intervention de l'État. Alors, euh, qu'il va falloir régler parce que euh, on a quand même des flux financiers qui vont pas aux bons endroits. Et ça, c'est quand même un peu embêtant. Et globalement, pour les PME ou les TPE, bon, c'est des gens que j'ai croisés assez souvent dans ma carrière, les difficultés restent exactement les mêmes. C'est surtout ça.
C'est-à-dire Non, que mais les producteurs, enfin les petits entrepreneurs, et cetera, c'est aussi ils font partie des producteurs. C'est-à-dire qu'ils sont pas, généralement, c'est pas des gens qui sont derrière leur bureau et qui donnent des ordres aux autres, hein, ou c'est des gens qui vont aussi au charbon et ces gens-là, bah, en fait, ils sont, dans une situation complètement, de concurrence complètement, comment dire? Disproportionnée par rapport à des gros groupes. Il y a des choses auxquelles ils n'ont pas accès et voilà et alors qu'ils en auraient peut-être besoin plus mmh. que les autres qui en bénéficient parce qu'ils peuvent se payer les conseils, qui vont bien, très cher souvent. C'est, le conseil fiscal, ça paye pas mal, en fait. Alors je suis d'accord avec toi parce que moi, en tant qu'ancien entrepreneur, sur ces questions-là, je disais souvent, aux autres entrepreneurs que je rencontrais qui se plaignaient de la surtaxation en France, je leur disais: «Il y a pas de surtaxation en France, c'est juste que vous êtes mal conseillés». Et en fait, je leur ai dit: «Vu, les incitations, les systèmes d'aide, d'optimisation, de crédit d'impôt et cetera», j'ai quand je voyais le niveau d'imposition de certains, j'ai fait: «Il y a un problème». Oui, bien sûr, Effectivement, quand tu creusais, bah, c'est juste que les gens, ne réclamaient pas ce qu'ils avaient le droit et cetera. Et d'ailleurs, il faut pas oublier que les aides non réclamées en France correspondent à peu près au montant de la fraude fiscale. tout à fait, C'est-à-dire que les pauvres qui ne réclament pas ce à quoi ils ont le droit, permettent aux riches de s'enrichir. C'est un système très juste, on pourra dire ça comme ça. Hem, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait, et attention, je mets bien des guillemets dans ce que je dis, un choc de simplification fiscale, mais pas du tout dans la logique, macroniste. C'est juste qu'il faut une fiscalité lisible, simple et compréhensible par le boulanger, mais aussi le petit patron de PME, pour éviter justement que, ces cabinets de conseil qui se te prennent très cher, hein, parce que moi je me souviens, c'est-à-dire que le cabinet de conseil au début il te démarche, il dit: «On va vous prendre 20 de ce que vous allez regagner». ça monte à 30 Première même. année, tu dis: «Ah, c'est pas grave, c'est 5 000 € que je vais récupérer, ils vont prendre 20, ça fait pas grand-chose, ils ont bossé». L'année d'après, ils font juste, ils te refilent le même formulaire à remplir, sauf que l'année d'après, tu dois récupérer 70 000 Mmh. et l'année d'après 200 000 et d'un seul coup, tu vois que les 20, bah, ça commence à chiffrer. Bien sûr, tout Et à comme fait ils sont sur et une rente, parce qu'ils partent du principe, et d'ailleurs, ils vont te le dire, très clairement: «C'est très compliqué, on va te faire du bashing comme ça», que tu es incapable de faire toi-même le dossier, alors qu'en fait, en gros, quand on s'y met dedans, c'est pas si compliqué que ça. Mais ça leur permet, de tout à fait, maintenir une rente et en plus, quand tu deviens captif de cette rente. C'est-à-dire tout à qu'ils fait. vont, être tous les ans à ponctionner, alors que ces entreprises-là n'apportent aucune valeur ajoutée. Ah non, non, aucune plus-value, bon, moi je peux évidemment pas parler des dossiers que j'ai vérifiés, mais souvent, le texte d'explication, parce qu'il faut faire un rapport, hein, c'est ça Mmh. qui est un peu pénible et en fait, souvent, les chefs d'entreprise, des PME, ils ont pas le temps de tartiner ça. Peut-être ils en parleraient forcément mieux, mais ils ont pas le temps de le faire. D'autres le font, emploient des mots, des superlatifs et cetera, mais globalement n'en sortent rien. Enfin, il c'est même pas crédible tellement il y a de superlatifs et c'est souvent pas précis. Non, tout à fait. De toute façon, c'est alors je me souviens que ça avait été quand même, il y avait une volonté de l'État d'encadrer, Oui, oui, tout à je crois fait. qu'ils ont capé justement les frais pour, ces sociétés-là, mais ça reste qu'effectivement la France, on a un certain nombre d'entreprises dont le seul but, c'est, de remplir des dossiers pour faire gagner de l'argent à d'autres, mais surtout, eux, s'enrichir honteusement. Ouais. Mais alors justement, vu qu'on parle de taxation pour les entreprises, on va passer au deuxième sujet qui est, alors nous, on était à Rio pendant ce temps-là, donc on n'a pas trop, suivi, cette question-là, mais tu vas en parler mieux que nous, donc apparemment le retour de la TVA Ah, sociale. alors, la TVA sociale, c'est un vieux serpent de mer, hein, alors notamment Michel Leclerc est un est on est un des promoteurs. Bon, on n'est pas étonné. Alors, oui, le principe de la TVA sociale est relativement simple, c'est-à-dire, on dit, alors c'est le patron du MEDEF, qui a soulevé le sujet, qui l'a mis sur la table et puis,
Alors là, heureusement, j'ai vu que le ministre du Budget, a évacué le sujet, mais en fait, l'idée, c'était de dire: «Bah, on va réduire les cotisations sociales». Bon, le patron du Parce MEDEF, qu'elles n'ont pas été assez réduites. alors, bah, il trouve qu'elles n'ont pas été assez réduites et il disait: «En fait, on va réduire les cotisations sociales et du coup, on les fera financer par une TVA sociale». C'est-à-dire qu'on va augmenter le taux de TVA en échange, d'une réduction des cotisations sociales. Sauf que les cotisations sociales, il faut pas oublier, il y a 2 parts. Il y a une part patronale et il y a surtout une part, heu, salariale. C'est-à-dire que le salarié touche, son salaire net, mais il touche aussi, un salaire indirect. C'est-à-dire en gros, et l'ensemble des 2, ça fait le salaire brut. C'était un peu, une des idées à la base de la sécurité sociale. Donc, en fait, ça veut dire que le patron verserait, moins à l'URSSAF, des cotisations sociales qu'il collecte et qu'il prélève sur son salarié. Alors, indépendamment de ses cotisations sociales à lui, hein, bien sûr, qui vont de là. Mais, bon, c'est l'idée, c'est ça. Alors après, la TVA sociale, il y a quand même quelques inconvénients parce que, ce n'est pas, si simple que ça. On peut se dire: «Bon, ben», alors d'abord, il y a un effet inflationniste certain, donc Mmh. ça, c'est quand même, je suis pas sûr que dans la période, ce soit la meilleure idée, sachant, quand on regarde ce qui a été publié par l'INSEE récemment, le Alors on va vrai y problème revenir pour là-dessus. les entreprises, c'est notamment le prix des énergies et des matières premières. Bon, j'engage tout le monde à aller regarder ce qu'il en est sur le site de l'INSEE. Mais il y a trois options. C'est-à-dire, il y a une baisse financièrement, il y a une baisse de cotisation, à reverser. Et donc, l'entrepreneur? Enfin, quand je dis entrepreneur, le patron. Il y a deux options. Soit il joue le jeu, il dit: ben écoute, c'est très simple, je file ça je file au salarié la différence, puisque en fait son salaire indirect ne va pas, son salaire direct va monter du coup. Sauf que, l'employé, qu'est-ce qui va se passer quand il va aller, pousser le caddie? Mmh. Eh ben, il va se retrouver avec des prix qui auront augmenté. Donc il aura gagné d'une main, ce qu'il va reperdre très rapidement de l'autre. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième sujet, c'est le patron peut se dire: «Ah bah oui, mais à ce moment-là, moi, je vais en profiter pour reconstituer mes marges». Mmh. Et troisième, il y a bon voilà, il y a une troisième option, heu, que j'ai perdu de vue du coup. Mais, Mais c'est pas grave, de toute façon, on l'a vu avec la TVA, la baisse de la TVA sur la restauration. oui, exactement, ça n'a pas servi. Ça n'a jamais permis de faire baisser les prix, ça n'a pas permis d'augmenter les salaires, Non, non, du tout. ça a juste permis, d'augmenter les marges comme tu dis et voilà, les prix sont restés les mêmes. Alors Oui, et puis indépendamment des marges, il peut aussi décider de verser des dividendes. Ça fait une masse financière supplémentaire pour verser des dividendes. Ce qui voilà, c'est aussi un paramètre, c'est ça que je cherchais. Voilà, donc, du coup, c'est l'exemple typique de la fausse bonne idée. Et en fiscalité, Dieu sait s'il y en a. mmh, Et pas qu'en fiscalité d'ailleurs, oui, mais bon. surtout que la réalité, c'est s'il y a une baisse, des revenus et des cotisations, globales, c'est Ouais. parce qu'il y a un chômage, galopant. Et parce qu'il y a des travailleurs détachés qui ne cotisent pas en France, parce que, on va dire, il y a plein de raisons à ça structurelles Oui. et donc c'est pas un problème d'impôt, c'est un problème de nombre de cotisants et tant qu'on fera venir des travailleurs détachés qui ne payeront pas, qui ne cotisent pas ici, qu'on fera pour faire le travail des Français, et des Français, je parle, des personnes habitant en France, hein, Oui, oui, bien sûr, hein. je ne fais pas de restrictions par rapport à ça, qu'on aura, de l'auto-entrepreneur en voiture, en voilà, justement, qui eux aussi, sont parfois dans des zones un peu grises et on finit, comment ça s'appelle? Avec, bah, les un chômage de masse de gens qui sont virés parce que, bah, voilà, bah, c'est normal qu'effectivement il y ait plus assez de cotisations. Mais ça, Oui, il faut le régler, bah, avec un vrai plan d'emploi, suppression des travailleurs
détachés. Je crois que la suppression, du principe des travailleurs détachés, ça va nous rapporter à peu près 1,5 million d'emplois, théoriquement. Oui, tout à fait. Non, alors Mais après le problème 1 000 000, attention, 1,5 million de cotisants, pas forcément d'emplois parce qu'ils pourront être convertis, ces gens-là pourraient être convertis en emplois français. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils libéreront les emplois. Par contre, ils vont cotiser. oui, ce qui est quand même, relativement logique parce que, on est sur des systèmes enfin le problème de l'intégration européenne, c'était, c'est qu'effectivement on se retrouve avec des systèmes, qui n'ont rien à voir ni du point de vue social, ni du point de vue, environnemental et cetera, et puis qui du coup, rentrent en concurrence avec d'autres entreprises qui ont quelques contraintes. C'est typiquement le problème notamment des agriculteurs, mais globalement, quand les salaires sont plus élevés à un endroit, effectivement, il y a, c'est les productions de cet endroit-là sont pénalisées. Ça, c'est assez classique. Et voilà, donc du coup, effectivement, on peut pas laisser ce système perdurer, sauf à dire que finalement, on va aligner tout le monde sur le moins de 10 ans, sur le moins de 10 ans, au niveau salarial, au niveau social, au niveau environnemental, et que donc du coup, peut-être ça progressera, mais alors tous ensemble. Et en fait, le problème, ça a été celui d'une extension de l'Union européenne à énormément d'États qui n'ont pas grand-chose à voir et Mmh, qui sont sur des niveaux de développement ou enfin de développement social en tout cas mmh. très très différents. Alors c'est ce qui était, je me permets de rebondir, mais c'est ce qui était intéressant, justement lors du G20, c'est qu'on voit que la page du néolibéralisme est en train un peu de se tourner et que les pays Tout à fait. en ont marre du dumping, que chacun cherche à protéger, ses industries, ses logiques nationales. Et justement avec, on l'a vu avec par exemple la taxation, des milliardaires à 2 et cetera. Ils veulent reprendre un peu la main parce qu'ils Ouais. savent que la dérégulation totale qu'il y a eu, dans le monde, n'a bénéficié à quasiment personne, du moins pas certainement pas à pas mal de peuples. Et donc c'est vrai que voilà, ils veulent, refaire. Alors justement, on va parler encore de fiscalité avec toi parce que Mmh. un autre sujet, donc qu'on a évoqué ensemble, mais que tu vas nous détailler. Donc alors c'est un peu technique, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Non. des gens ont été taxés à tort sur des logements vacants? Alors on parle d'erreurs techniques. Alors on est un Alors pays oui, quand même qui fait beaucoup d'erreurs techniques, hein, à force. heu Entre Bruno Le Maire qui a fait une erreur technique à plusieurs milliards sur le budget et maintenant, Bercy, le fisc qui se trompe. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, alors en fait, bon, pour revenir sur la taxe sur les logements vacants, c'est pas si récent, que ça qu'elle existe, mais le dispositif, qui s'y applique, a changé, notamment il y a 2 ans. Donc en fait, la taxe sur les logements vacants, c'est très simple, c'était le but, heu, était de taxer tous les logements, qui étaient vacants, notamment dans les zones alors la taxe sur les logements vacants, il y a 2 choses, il y a la taxe sur les logements vacants et la taxe d'habitation sur les logements vacants. La taxe sur les logements vacants, c'est sur les agglomérations de plus de 50 000 habitants où il y a, par définition, du fait de la métropolisation et globalement de certaines formes d'exode, rural qui se poursuit à bas bruit, hem en fait, ça a fluidifié le marché en disant: Écoutez, si les gens, perçoivent, les propriétaires qui n'utilisent pas leur logement et ne le mettent pas sur le marché, sont taxés», ça fait un peu plus réfléchir et ça les incite un peu plus à les mettre en location notamment, ce qui, peut fluidifier le marché. Bon, c'est pas une mauvaise idée, hein, il faut le dire. Le problème, c'est que quand on crée des dispositions, comme cela, il faut avoir les moyens de le gérer et de le contrôler. Et la difficulté, c'est qu'en fait, Bercy avait créé un système qui s'appelait, GMBI, Gérer mon bien immobilier, et
et du coup, les gens sont censés faire une déclaration spécifiquement en indiquant quels sont les locataires qu'ils ont éventuellement dans leur logement, etc. À défaut, ils sont taxés. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tous les logements ont un numéro invariant qui correspond à la qui correspond au bien en question. Donc du coup, on a un croisement après du système qui croise bah, là où il y a des déclarations d'impôts sur le revenu et les logements. Et puis par soustraction, on définit que les autres sont occupés. Alors, c'est pour ça qu'il y avait ce système, on était censé valider. Alors, pour parler de mon cas, puisque je me suis retrouvé avec un appart suite au décès de ma mère, donc en attendant, j'avais décidé de le louer. L'année dernière, j'ai dû faire 3 fois la déclaration. La même année, je l'ai refait 3 fois parce que a priori, ce que j'avais saisi n'imprimait pas. Donc déjà, c'était un premier problème. Et J'ai dû le pourtant, refaire toi, cette tu étais dans l'administration fiscale à Ouais, l'époque, hein. mais il y a des fois, même pour les agents de l'administration fiscale, des fois, c'était compliqué. Voilà, Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est je compliqué crois pour que c'est vous, toujours imagine, compliqué pour les collègues qui restent toujours dans la maison. mmh, Heu, alors ça, c'était une première chose, donc cette année, je me suis retrouvé avec un avis et taxe sur les logements vacants qui était pas le cas, alors que j'avais bien fait la saisie. Donc heu et en fait, donc j'ai fait une réclamation et c'est là où ça pose problème, notamment pour les agents, des finances publiques, c'est qu'en fait, ça surcharge les accueils physiques, ça surcharge les flux, courriels parce que les gens peuvent faire des réclamations, heu, par, heu par courriel. Il y a des centres de contact d'appel des contribuables et bah, effectivement, il y a plein de gens qui appellent, qui veulent régulariser la situation, donc ça a explosé complètement au niveau des accueils dans une période où déjà les agents doivent gérer la taxe d'habitation. Ça, c'est une première chose. Donc et puis pour les équipes, tu es en informatiques, train de là, dire que, dans un système avec des sous-effectifs, lancer des réformes mal faites avec des tout à fait. systèmes mal faits, ça fout en l'air encore plus le système. Bah, c'est-à-dire en fait le sous-eff le système, ne peut plus répondre Mmh. ou répond très difficilement et après il y a des choix, à faire en disant: «Ben, on laisse tomber telle chose ou pour gérer ce problème-là», par exemple. Et alors après Ça ce qui brille se la passe compétence de ceux qui nous dirigent, hein. ouais. Oui, alors après ce qui se passe, c'est qu'effectivement le système G c'est en fait c'est lié au système GMBI, qui montre, bah, effectivement quelques insuffisances, hein. C'est-à-dire, les personnels informatiques, bah, ils sont sollicités, hein, surtout dans des cas de crise comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, ce système-là n'a pas été suffisamment testé avant. On a fait ça dans l'urgence, notamment du fait qu'effectivement, on avait étendu à l'ensemble des agglomérations de plus de 50 000 habitants. Donc du coup, on s'est retrouvé avec, on s'est retrouvé avec une augmentation du flux en pleine perspective. On s'est dit, bah, il faut informatiser ça, mais maintenant, on fait les choses très vite. C'est-à-dire qu'au lieu de, on supprime des emplois d'abord en disant l'informatisation va nous arranger, et puis après, et puis après, bon, on verra comment ça marche. Et effectivement, c'est typiquement ce genre de choses qui se passe. Alors, il y a eu un fail. J'ai reçu, par exemple, mais comme d'autres contribuables, un document qui vous disait le document, l'avis d'imposition vous a été adressé à tort, alors que même votre local était occupé. Voilà. Donc, c'est une erreur d'administration. L'annulation de cet avis sera effectuée par nos soins sans démarche de votre part. Alors, ce qui est pas mal, ils se sont rendus compte qu'il y avait un sujet. Mmh. Ce qui fait que, ce qui fait que quand même, bon, ça va quand même mettre du monde sur le terrain pour s'occuper de ça. Et c'est un peu un des problèmes qu'on a en matière fiscale, toute grosse réforme, ou toute instauration d'un nouvel impôt, d'une nouvelle taxe, ça suppose une logistique derrière, ça suppose des frais et cetera. Donc on fait pas, on crée pas on n'invente pas des nouvelles choses, sans se donner les moyens. Alors, il faut dire aussi à des charges de l'administration qu'elle a quand même supprimé pas mal de petites taxes dont le rendement n'était pas énorme et le coût de maintenance était important, ou alors qui servaient à rien parce qu'en fait, plus personne s'en occupait. Mais globalement, c'est quand même un gros fail. Ça fait 2 fois quand même, 2 années de suite qu'on a des problèmes de cet ordre-là.
bon, c'est quand même, ça pose quand même question. Alors, passons au sujet, suivant. Alors, qui est un sujet, qui alors touche pas tous les Français, mais qui en touche une partie. C'est, la fin de la recharge, gratuite en entreprise. Donc on voit effectivement que l'URSSAF va changer les règles. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, les salariés qui rechargeaient, sur des bornes électriques fournies par leur employeur ne s'étaient pas considérés comme un avantage en nature ou un salaire en plus ou et cetera. Ce qui faisait que c'était très avantageux pour les salariés en question. Mmh. Et donc comme tout avantage en nature, bah, il a vocation à être pris en charge par l'URSSAF puisque c'est du salaire, indirect, si on peut dire ça comme ça, comme les tickets resto ou comme, les voitures de fonction et cetera. Donc alors, je pense que certains vont commencer à chouiner un peu et probablement les entreprises vont commencer à peut-être faire payer leurs salariés. Mais voilà, le but qui était louable de pousser à la transition vers la voiture électrique, a marché, mais maintenant, il va falloir commencer à passer à la caisse comme avec les véhicules thermiques. Heu, je ne sais pas si toi tu as un commentaire là-dessus, Non, mais c'est alors c'est, juste par, pour on va remonter un peu dans le temps, hein. Il y a une époque où, c'était sous Giscard, ce qui ne nous rajeunit pas, où, effectivement on avait bloqué les prix et me Raymond Barre avait décidé de bloquer les prix et salaires et le patronat se disait: «Bah oui, mais quand même, on a des cadres, il faudrait qu'on puisse continuer à les payer et le blocage des prix, ça nous arrange pas, donc il faudrait qu'on leur trouve des avantages sélectifs» et ils avaient commencé à filer des véhicules de fonction en pagaille. Et c'est comme ça que d'ailleurs, en réaction, avait été instaurée une taxe sur les véhicules de tourisme et sociétés, puisque en fait, comme il y avait, la loi était détournée, ils ont dit: «Bah, à ce moment-là, il faut que les sociétés payent sur les véhicules de tourisme qu'elles mettent à disposition, notamment de leurs cadres». Bon, voilà. Donc ça, c'est une chose et là, du coup, on est exactement dans la même logique, c'est-à-dire que, ben, effectivement, on va, c'est un avantage nature. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si le salarié est rechargé chez lui, bah, c'est comme si, son employeur lui payait, sa facture d'électricité. Alors, ce qui serait pas aberrant, par exemple, de lui payer sa facture d'électricité s'il est en télétravail, à un moment donné, c'est du matériel, c'est du chauffage, c'est un certain nombre mmh. de fluides et c'est, voilà et c'est de l'électricité aussi qui est utilisée pour les gens qui sont en télétravail, hein. Mais, voilà, on a ce sujet-là effectivement, heu, bon, alors on peut comprendre qu'à son entreprise, on voulu se faire, un peu de greenwashing aussi en disant: «Bah, voilà, nous on encourage la l'usage de la voiture électrique. Et donc, bah, effectivement, pour encourager l'usage, eh ben, on crée des conditions pour que. Bon, sauf qu'à un moment donné, le droit social, c'est quand même le droit social. Il n'y a pas de raison. C'est un avantage sélectif qui était donné à ceux qui utilisaient leur véhicule électrique pour aller au travail et qui se le faisaient recharger gratuitement. Contrairement à d'autres bah, qui allaient en métro ou qui allaient en trottinette ou que sais-je. Alors, on va parler d'un autre sujet, qui est moi personnellement, j'ai découvert ça en mon retour de Rio, qui est, la proposition de la France insoumise de loi pour abroger, l'apologie du terrorisme. Et donc on voit l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, qui effectivement est outré, par ça parce que on sait que ça explose. Alors, la France insoumise essaye de dire: «Oui, mais, c'est lié au problème du 7 octobre», alors que on sait que sur les autres attentats, il y a eu énormément de poursuites dans les cas d'apologie. Oui, Et donc effectivement, le problème, c'est que si on enlève la loi, bah, demain, quelqu'un pourra dire, «C'est génial, le Bataclan, faisons une Samuel Paty», sans que ce soit condamné. tout à fait. Et donc Oui, c'est une boîte de Pandore très dangereuse. Alors effectivement, la France insoumise, je pense, se brûle un peu les doigts parce qu'à force vouloir attiser la haine et faire du clientélisme sur certaines communautés,
elle se retrouve coincée et donc avec certains députés qui justement, se retrouvent en marge de la loi par leurs propos. Maintenant, je pense que dans les périodes de crise comme ça, il faut plutôt renforcer durcir les lois plutôt que les assouplir. Je ne sais pas ce que tu en penses Eric, mais c'est vrai que là-dessus, c'est assez choquant parce que, on voit très bien, en particulier, Dominique Bernard et Samuel Paty, heu, c'est aussi le nombre d'élèves qui parlent de faire une Samuel Paty ou à leur prof ou un truc comme ça, il existe et Oui, oui, donc non, mais supprimer ces délits-là, ça veut dire qu'au final, on banalise totalement, les actes terroristes et on ne pourra plus poursuivre les gens qui se plaignent. oui, tout à fait et en fait, globalement, il y a une espèce des fois comment dire? De course, Mmh. ou d'enchères à qui dira la plus grosse bêtise, la plus grosse horreur. C'est peut-être pas la peine, de créer un blanc-seing pour les gens qui s'y adonnent, hein. Franchement, c'est pas très sérieux. Globalement, il y a c'est comme si on disait, bah, moi, j'ai mon grand plaisir, c'est aller des zigouilles et des grands-mères. Alors là, indépendamment du trait de terrorisme et puis, bah, ça, c'est pas répréhensible. Ou, il faut buter tous les vieux, d'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller buter toutes les personnes qui ont plus de 80 ans, par exemple. C'est aussi absurde que ça. Mmh. Donc à un moment donné, je suppose que ces propos-là seraient sanctionnés. Il n'y a pas de raison que parce qu'on le fait dans un cadre terroriste, on ne le soit pas. Enfin, c'est vraiment d'une certaine absurdité, et je suis pas sûr qu'un électorat supposé être visé par ce genre de choses pour lui faire, qui on pense faire plaisir, soit très enthousiaste devant des propositions de cet ordre-là. C'est pas faux. Alors, un autre sujet et donc avant qu'on passe à Philippe Grégoire, qui est déjà arrivé, alors je vais pas faire de jeu de mots, mais apparemment il y a eu un accord low cost, conclu à Bakou, si on peut dire ça comme ça, de la COP. Alors c'était déjà prévisible. On savait qu'effectivement il y avait de grosses tensions. Lors du G20, Lula a dit clairement qu'il y en avait marre ça servait à rien, plus à rien de négocier dans les COP tant qu'il y aurait pas d'organisme, transnational de contrôle, justement, et de sanctions de ceux qui ne respectaient pas les accords précédents. C'est-à-dire que pour lui, il trouvait totalement inutile de négocier de futurs accords alors que certains pays ne jouaient pas le jeu déjà sur les accords avant et donc, heu voilà, c'est pas surprenant. Les pays occidentaux ont été en dessus de tout, parce que là où ils devraient être moteurs sur ces questions-là, ils ont tout fait pour, ne rien faire. Alors en France, comme on est en bisbille avec l'Azerbaïdjan, on va accuser l'Azerbaïdjan d'avoir rien fait et cetera. Probablement que l'Azerbaïdjan n'a pas forcément été le bon moteur là-dessus et je vous encourage à voir la vidéo qu'on va sortir, sur la question arménienne et comment, l'Azerbaïdjan a hijacké la COP, du moins, puisque mais voilà, c'est vrai que, il y a une urgence Ouais. qui est, le changement climatique. Alors certains parlent de réchauffement climatique, d'autres il y a un changement, quel qu'il soit, les causes, les raisons et Il y a un cetera dérèglement, oui. peuvent faire débat. Mais ce qu'on ne peut pas mettre au débat, c'est qu'il y a un changement. Et ce changement-là, alors qu'il soit cyclique ou pas, dans notre, histoire planétaire, c'est une chose, mais des agriculteurs comme Philippe, d'autres, le voient ce Il est changement. il est cyclique, mais d'une rapidité phénoménale. Il y a eu des changements climatiques, importants, Mmh, mais ça se faisait, ça s'étalait sur plusieurs milliers d'années. Là, on est mmh, sur une échelle de temps très courte qui qui permettra difficilement des adaptations et qui, de toute façon, va coûter très cher. tout à fait et donc voilà, c'est grave parce qu'au final, les pays alors que on parle bien d'une cause mondiale, hein, puisque, un pays individuellement ne peut pas faire grand-chose contre les changements climatiques. Par contre, tous les pays ensemble peuvent. Bah, ils arrivent pas, on voit que notre diplomatie de toute façon qui n'existe plus, est incapable de rien f du moins de faire quelque chose pour Mmh. changer quoi que ce soit. Bon, on va dire rien de neuf sous le soleil, mais je pense que ça valait le coup de le lamenter Ouais. et on va enchaîner sur les 2 derniers sujets. Il y a juste une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est quand même il y a quand même des avancées
qu'Agnès Pannier-Runacher a souligné, c'est effectivement qu'il y a eu un accord historique sur un cadre de marché volontaire du carbone. En fait, ça va pouvoir permettre un vrai développement des marchés internationaux de crédit carbone. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu des grosses affaires de spéculation sur les crédits carbone, etc. Ben, du coup, on va pouvoir le faire en plus grand. Voilà, en gros. Et ce qu'il faut rappeler quand même sur l'ensemble des COP, je renvoie notamment aux conférences de Jean-Marc Jancovici, hein, l'orientation de l'émission de carbone notamment n'a pas changé du tout après aucune des COP. Mmh. Voilà, donc il faut se le dire, on se fait plaisir. Il y a des gens débarquent en jet privé pour aller faire les beaux dans ce genre dans ce genre de pince-fesses, Mmh. mais, mais finalement, il se passe rien derrière. Donc, ils ont Oui, mais cramé du alors est-ce carbone que pour rien. c'était des vols à bas coût? Ah, ça, c'est un autre sujet. Voilà, C'est des vols pour bas coût, mais à bas coût, j'en suis pas certain. exactement. Alors Hugo, Jude dit: «Non mais sérieux, on a encore ce débat sur l'origine anthropique». La question, pour moi, justement, alors, elle fait pas de doute, hein, on sait très bien, l'impact de l'homme, sur cette question-là. Maintenant, alors je vois certains par le réchauffement, armes à énergie dirigée. Alors ici, on est sérieux. Donc je suis désolé, ce qu'il n'y a pas si quelqu'un peut me démê alors je sais très bien les complots sur HAARP, j'ai tout lu, hein, sur, la géo-ingénierie, les chemtrails et cetera. Parlons sérieusement, le climat sur terre change. La Oui, question, c'est quels sont les facteurs aujourd'hui qui accélèrent ces changements ou pas? Le fait que le climat n'est pas quelque chose de figé, sur terre. non, bien sûr. Mais par contre, heu, effectivement, et ça évolue, il y a des périodes où il fait plus froid, plus chaud et cetera. Par contre, on sait que l'homme a un effet sur le climat. On le voit par exemple, un des grands exemples de cet effet-là, c'est ce qui s'est passé dans le Middle West aux États-Unis. Le fait d'avoir fait d'énormes plantations et de couper les arbres a créé des chocs thermiques qui permettent l'émergence de tornades. C'est-à-dire, il y Ouais, avait très peu de tornades quand il y avait des arbres, maintenant, il y en a beaucoup. Parce que justement, ça a permis ces échanges thermiques qu'il n'y avait pas, puisque les arbres absorbaient. Ben, on a la même chose sur la question, de l'érosion des sols, on a les glissements de terrain et cetera. Donc ces choses-là, ça fait part on sait que l'homme a, dans une certaine manière, terraformé la terre et modifié son environnement et qu'aujourd'hui, cette modification-là a un impact oui, sur ce changement climatique qu'on ne peut pas nier. Maintenant, qu'on soit on va dire, l'étincelle qui fait du moins l'allumette qui fait accélérer, la poudrière ou bien on est responsable de la poudrière, c'est un débat scientifique qu'il faut, justement, et il faut laisser les scientifiques trancher. Maintenant, il y a une réalité qui est le changement et que ça, on ne peut pas nier. Donc effectivement, Hugo, je suis d'accord avec toi. On est quand même obligé d'avoir ça parce qu'on le voit et en particulier, on voit que le Rassemblement national a décidé, de prendre fait et cause de la cause climato-sceptique en considérant qu'il n'y avait pas de changement climatique, que tout ça, c'était un complot, de je ne sais pas qui et voilà, c'est important de le répéter. oui, non, mais Alors justement, on va parler des derniers sujets avant d'attaquer sur, comment ça s'appelle? D'attaquer sur Philippe et justement de parler de la crise des agriculteurs qui, elle, est bien réelle et justement agriculteurs qui eux-mêmes souffrent de ces ah oui, changements, clairement. climatiques. Ça pourrait être une question qu'on peut poser à Philippe d'ailleurs, Tout à fait. notamment sur le rendement de lait. C'est un vrai sujet. Les Tout à fait et ben, on lui posera. Alors, il y a 2. Donc tu as évoqué tout à l'heure le rapport de l'INSEE, donc Ouais, malheureusement, encore une fois, l'inflation monte en France. Il y a pas de compensation sur les salaires. ouais, C'est lié au coût de l'énergie qui ne fait qu'augmenter, on va pas revenir, sur, toutes les mauvaises décisions, qui ont été prises en France qui font que là où on avait une énergie pas chère, bah, elle est devenue très chère et toutes les bêtises qu'on a fait. Mais ce qui est sûr, c'est que, bah, la vie est de plus en plus chère ouais, mais et il y a pas trop pour l'instant d'éclaircies et d'embellies là-dessus.
Oui, alors l'indice, en fait, c'est particulier, hein. C'est-à-dire, ils disent il y a une évolution qui est limitée à 1,2 sur un an. Sauf que ça dépend sur quoi elle porte. C'est-à-dire, effectivement, on a du bol. Par exemple, on est très content de savoir que que les abonnements, enfin les frais de téléphonie ont réduit d'une manière très importante. Sauf que par contre, les produits alimentaires, ben, sur les produits frais, c'est plus 4%. Les légumes frais notamment sont à 9,1, que sur les huiles et les graisses, ça a augmenté. Alors, indépendamment de l'huile d'olive qui est particulier, on est dans l'ordre de 30%. Mais le sucre, la confiture, le miel, le chocolat, confiserie, on est à plus 2,7%. Voilà. Donc du coup, il y a quand même pas mal de sujets. Et après, les assurances ont vraiment explosé, plus 8,7%. C'est quand même assez énorme. Donc aussi bien pour le logement que pour les véhicules. Donc il y a quand même, et pour les prix du transport aérien, alors ça, je sais pas, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le bilan carbone, hein, euh, mais globalement, quand même, sur les produits essentiels, ça grimpe beaucoup plus Mmh. que sur l'indice officiel. Et quelque part, à un moment donné, c'est quand même là que ça se pose. Alors, autant, je veux dire, on peut se poser des questions, on dit, oui, les cigarettes ont augmenté de près de 9%, bah, c'est une chose. À la limite, c'est pas indispensable, mais à un moment donné, il faut se chauffer. L'électricité a augmenté de 9% aussi. Donc, il faut se chauffer, il faut manger. Et il faut s'assurer. Mmh. Donc tout ça, c'est quand même important pour bah, les gens qui justement doivent payer ça et qui n'ont pas les revenus de la famille nullièse qu'on a évoqué au début d'émission. Alors, je vais conclure sur le dernier, sujet qui est, en fait, l'Allemagne qui rentre dans le déclin économique et c'est un sujet, qui je pense alors malheureusement elle n'est plus parmi nous, aurait fait plaisir à Coralie Delhomme. Oui, Puisque c'est quelque chose qu'elle avait, prédit, du moins envisagé et cetera, puisqu'on sait que l'Allemagne est le cœur de l'Union européenne et que si l'Allemagne va mal, probablement, i les jours de l'Union européenne sont comptés. C'est ce qu'on peut espérer. Ce qui est sûr, c'est que, je reprendrai une phrase que j'ai vue dans un commentaire, sur le G20 par, l'un de nos téléspectateurs, c'est que, bah, l'Europe, il y avait les pays en voie de développement et l'Europe est un continent en voie de sous-développement. tout à fait.